Ah, si j'avais su à l'époque, quand je partais à la campagne et que je voyais des vieilles tapettes à mouches pas nettoyées, qui avaient tué des araignées collées les unes après les autres, là, j'aurais dû breveter ça et je me serais fait la maille. Sony Marvel Studios qui a dévoilé le nouveau logo qui compile les 3 symboles de leurs araignées. 3 araignées qui s'empilent, le monde de la fanfiction est en feu un petit peu, comme grand-mère feuillage après qu'elle ait fait un lap dance à Groot. Bon, ça y est, pour ce qui est du Covid, je suis redevenu négatif et personne m'a demandé mon relevé de MST, donc j'ai pu sortir, et ça tombe bien puisqu'il y a du pain sur la planche. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 334e JT Comics. Ce qui devait arriver arriva, il y a quelqu'un qui a fait la blague combo de trop sur Michael Jackson, en mode c'est un modèle d'intégration qui savait toucher les enfants, et il est revenu en mode MMA, faites des blagues sur Tupac et sur Amy Winehouse, parce que là, ça serait le comeback du siècle, il est temps pour nous de nous tourner vers les news de la semaine. Ils sont là. C'est la news insolite de la semaine et la meilleure puisque la plus mignonne, et j'espère que c'est vraiment ça, car rien d'écrit, mais vous le savez, le tournage de la série Secret Invasion est en cours à Leeds en Angleterre et un petit garçon déguisé en Spider-Man aurait échappé à la sécurité et se serait infiltré sur le plateau de tournage comme le meilleur des aliens métamorphes. Ça rappelle évidemment la fin de Amazing Spider-Man 2, donc normalement là il doit se faire piétiner par une bête à cornes, du genre Anne Sinclair ou Hillary Clinton, et j'ai mené ma petite enquête et le gosse, il est mignon, mais il est surtout malin. Vous croyez qu'il est là pour se frotter à la grosse beubare de Nick Fury? Non. Il a entendu qu'il y avait Emilia Clarke présente sur le plateau. Il s'est rappelé de quand il espionnait ses parents en train de binge-watcher Game of Thrones, à le même moment où il s'est mis à regarder sa sœur assez bizarrement. Il s'est dit, si Khal Drogo peut le faire, alors moi aussi, bien joué Mino. Sous l'océan. Attention, on va parler crime, trafic de drogue, j'hésite à balancer des petits mots bonus comme ça, prostitution, islamisme radical, au moins ça fait le titre d'un mauvais enquête exclusive, mais il a 34 ans, il est espagnol, il s'appelle Joaquín Francisco Jiménez et c'est un plongeur qui a su comment aller cacher, en profitant de l'angle mort des gros bateaux cargo, dans un compartiment bien spécifique de la coque de ces bateaux, des centaines de kilos de drogue qu'il faisait donc passer comme ça à travers l'océan. Il était doué, si bien que les autorités l'ont surnommé le Aquaman du crime, ce qui prouve à quel point les comics sont devenus puissants dans l'imaginaire collectif et en même temps pas tellement lu, sinon il aurait suffi de l'appeler Black Manta, ça aurait fait l'affaire. Mais c'est comme ça, c'est un petit peu comme Yannick Jadot, le vert, qui aime aussi celui des Tortues Ninja, mais il a l'air de les confondre avec les jeunes de l'AIM, puisqu'il a dit que les agriculteurs étaient obligés de s'habiller comme des Tortues Ninja pour répandre leurs pesticides. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires dans quelle région de France vous avez des paysans qui travaillent les yeux bandés et la teub à l'air, parce que ceux-ci on les a pas vus dans l'amour et dans le pré. Pas de couture. Et rhabillons-nous justement, puisque les comics sont beaux être ultra populaires, ça ne les empêche pas d'être récupérés par des milieux de luxe, puisque la maison de couture française Lanvin fait un partenariat avec la Warner à l'occasion de la sortie du Batman de Matt Reeves et propose plein de vêtements. C'est assez lunaire, je vous aurais bien montré ce t-shirt qui a l'air assez cool, mais en même temps le mannequin a eu un petit coup de froid, il avait qu'à pas venir défiler en plaid, entre ça et les lunettes ça sent le réveil qui a pas sonné et la grosse soirée la veille. Là on dirait qu'ils ont trouvé une chute de ces chemises qu'on trouve dans les marchés, entre celles aux couleurs vives et criardes avec des motifs de dragon et celle du JDG, ça prouve quand même que la meilleure moitié-moitié, ça reste la pizza. Alors j'ai beau avoir envie de me moquer, mais ce bob me fait bien marrer, ces pompes me branchent carrément, alors cette veste de costard, je la veux, oui je la veux. Alors le sac Batmobile qui a pas du tout été inspiré apparemment du Batman de Matt Reeves, vous pouvez pas y mettre grand chose, mais si vous avez un prépuce ou un tout petit batarang, pourquoi pas. Et puis autres produits dérivés, produits à la dérive, je vous laisse me dire, puisque Jim Lee signe avec Lego pour des portraits qui sont inspirés apparemment de Jim Lee, ou pas trop, ils le disent pas trop parce que ça se voit pas tellement, mais vous avez un set, 3 portraits, soit Batman, soit le Joker, soit Harley Quinn. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce spin-off dans les commentaires. Écran large. Dans l'actu purement ciné, attention, le taux de testostérone va augmenter à un seuil critique, mais on va parler de The Rock, donc c'est bien normal, et l'acteur déclare dans le Men's Journal que l'entraînement pour Black Adam a été l'un des plus compliqués de sa vie, mais en même temps il dit qu'il veut faire encore mieux que dans les comics, puisqu'il voulait vraiment être plus musclé encore que sa contrepartie dans les pages des comics. Il est possédé, moi il me fait peur, enlevez-lui les tailles-crayons, il est capable de se tailler les oreilles en pointe, ce fou. Un autre déglingo, c'est Ezra Miller, lui il est musclé de la confiance en lui, puisqu'il suggère à tous les membres du Ku Klux Klan de se suicider, et dit que sinon
il n'hésitera pas à faire le boulot, hein, un fou furieux. Peut-être que la femme qu'on avait vue étrangler n'était pas une fan, mais une suprémaciste blanche, hein, et en attendant, John Bernthal peut dormir sur ses 2 oreilles, puisque si jamais il n'est pas dispo pour le Punisher, on sait qui c'est que Marvel va appeler. Plus sérieusement, l'acteur Dylan O'Brien pourrait être le prochain Nightwing à l'écran. Alors il a plus une tête de Robin bien mûre que de Nightwing, mais faut pas juger au physique, on verra. En tout cas, il a l'air très chaud pour ça et pour le retour d'Andrew Garfield en Spider-Man. Et un autre retour, c'est celui du Joker, hein, puisque la pré-production de la suite du film de Todd Phillips serait en cours, tandis que le tournage commencerait en 2023. Certains théorisent que The Batman serait la suite du Joker, et j'espère vraiment pas, hein, puisqu'avec ce qu'il a l'air énervé, ce Batman, hein, Arthur Fleck ne ferait pas un pli déjà, qu'il pourrait se faire tabasser avec juste un bras par Brigitte Macron. Dévié. On va parler de Déviant, pas le fils du PDG de Webedia et ses 4000 fichiers pédopornographiques dans son téléphone. Non, je vais être grossier, on va plutôt rester chez Marvel, où on nous annonce, ça y est, qu'il y a un vrai changement de paradigme, puisque Druig, dans un teaser, nous dit que les mutants seraient considérés comme des déviants. Alors c'est à la mode de rendre déviants des personnages de l'univers Marvel grâce à la continuité rétroactive, c'est plus ou moins ce qui était arrivé à Thanos, mais alors là, c'est quand même plutôt hardcore, puisque c'est ce qui va être un peu à la base du Judgment Day, l'event qui va réunir les Vengeurs, les X-Men et les Éternels. Alors c'est que du teasing, ça peut ne pas être vrai, mais quand même, ça peut aussi poser les bases pour les manigances du MCU, où les Éternels pourraient être les mules des X-Men, hein, non pas qu'ils se carrent Wolverine, Cyclope et Magneto dans le rectum, mais vous avez compris l'idée, quoi, hein. En parlant justement de métal, eh bien les fans du groupe Gwar seront ravis de savoir qu'ils comptent sortir leur BD la plus ambitieuse à ce jour. Ça s'appelle The Duoverse of Absurdity. Il y aura plein de petits goodies bien sympathiques. Bon, malheureusement, il y a un NFT, mais circuler, il n'y a rien à voir. Tant pis, mais il y a aussi une guitare dédicacée personnalisée, des petites statuettes, plein de bonnes choses. Et puis alors, chez les éditeurs plus petits de comics, eh bien le 215 Comics se métamorphose et devient le Invaders Comics. On lui doit notamment le Dr Crow, qui était rentré sur mon radar parce que j'adore l'esthétique du médecin de peste, hein, et eux ils s'en sont un petit peu inspirés pour le Dr Crow, pour y voir des influences à la Constantine, à la Hellboy, et puis alors ils ont aussi une série qui s'appelle Freaks and Gods, qui est une espèce de multiverse de personnages tombés dans le domaine public. C'est malin, c'est pas cher. De Conway. Le co-créateur du Punisher, Jerry Conway, était l'invité du podcast, excellent podcast, hein, qui s'appelle 99% Invisible, qui étudie justement le logo du Punisher, son évolution, le sens qu'on y attache, un sens qui a été complètement retourné. D'ailleurs c'est intéressant de voir Conway revenir à la base quand il s'est inspiré lui du Phantom et de sa Crane Cave, aussi du drapeau de pirate, le Jolly Roger, hein, et puis certaines personnes qui n'auraient pas dû le vénérer se le sont réappropriées, comme Chris Kyle et l'armée américaine, et puis comment la boucle est bouclée quand des milices anti-gouvernementales se réapproprient ce symbole pour signifier que justement, oui, n'ont pas peur de devenir hors la loi pour combattre le gouvernement qu'elles trouvent injuste. Jerry Conway envisage le personnage comme un test de Rorschach, et chaque lecteur y voit un reflet de l'époque à laquelle il le découvre. Pour lui, quand il le crée dans les années 1970, c'est sa réponse à l'échec du gouvernement américain dans sa gestion de la guerre du Vietnam. Dans les années 80, dans les années 90, ça devient un héros de plus en plus populaire parce que, eh bien, c'est une réponse à la façon dont le monde devient de plus en plus binaire. Et puis alors, dans les années 2000, hein, il devient un paria ne représentant que lui-même. J'ai envie de dire adieu Frank, petit ange parti trop tôt, mais ça porte malheur d'associer ange et Punisher dans la même phrase, hein. Alors Conway dit que c'est un personnage qui va être amené, comme tous les personnages de comics, à être réinventé. Lui, il espère que ça devienne le prochain Punisher, un vétéran noir qui pourrait venir en dire beaucoup sur la fracture sociale aux États-Unis. Mais attention, pas Frank Castle, puisqu'il nous a déjà fait le coup de la blackface, hein, et ça, on veut plus t'y reprendre. Cancel culture. La semaine dernière, je parlais de DC qui souhaite tuer sa Justice League dans un récit qui viendra en même temps rendre hommage à celle-ci et à l'impact qu'elle a eu sur son univers super-héroïque depuis plusieurs décennies. Alors, certains, une minorité, faut l'avouer, me parlent de cancel culture parce que Superman, Batman serait trop blanc, trop hétéro et que ça correspond pas aux bonnes mœurs de l'époque. Je connais la musique, moi je suis pas du tout, j'adhère pas trop à ce genre de thèse, hein. Je me méfie beaucoup du terme cancel culture qui regroupe des trucs tellement larges que ça veut plus rien dire. Moi je crois plutôt dans la culture de la conséquence. Et encore, hein, quand on voit le nombre de gens qui ont soi-disant été annulés mais qui sont en train de préparer tranquillement leur prochain projet, Polanski pour ne citer que lui. Mais puisqu'il y a un appétit pour la cancel culture, eh bien j'ai le parfait exemple pour vous, puisque le comité scolaire de McMinn dans le Tennessee a décidé de faire retirer des bibliothèques de toutes ces écoles l'ouvrage
Mouse d'Art Spiegelman sous prétexte qu'il y a une séquence de nudité, des jurons, ainsi qu'apparemment une allusion ou du suicide. Au début j'ai douté qu'ils avaient lu l'ouvrage puisqu'il s'agit quand même d'une des BD de référence prix Pulitzer à propos de l'extermination méthodique et systématique de plusieurs millions de juifs, d'ennemis politiques, de roms, d'homosexuels. Donc je ne comprends pas pourquoi on voudrait venir censurer, puisqu'il s'agit de ça, dans les écoles, cette BD. Les raisons invoquées sont complètement lunaires. Il y en a qui disent que c'est pas une bonne BD pour les enfants puisqu'il y a des jurons, qu'en plus ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils n'apporteraient rien à l'histoire, la nudité non plus. Alors j'ai dû me replonger dans Mouse parce que je me suis dit j'ai loupé la petite partouze entre souris, parce qu'on sait très bien que face aux horreurs du système nazi, vaut mieux Mickey. C'est là que je me dis qu'ils l'ont lu mais avec des intentions malhonnêtes, puisque les seules scènes de nudité c'est dans une douche, dans les camps de concentration, c'est aussi des corps nus dans un charnier. Et j'ai pas eu le temps, mais si un linguiste pouvait nous faire un ratio entre le nombre de mots total dans l'œuvre et le nombre de jurons qui y figurent, il y en a vraiment pas beaucoup, ils sont souvent proférés par les nazis dans les camps aussi. C'est malhonnête, mais les types ont quand même la franchise d'assumer en disant que oui, c'est important d'apprendre l'Holocauste aux enfants, mais qu'ils aimeraient qu'on trouve d'autres œuvres pour le faire. Alors ça participe d'un mouvement de censure systématique qu'on voit depuis ces derniers mois, puisque dans des bibliothèques au Texas, on a interdit, notamment V pour Vendetta, certains livres de Brian K. Vaughan, notamment Y le dernier homme, et d'autres BD sur l'homosexualité, la transidentité. Seul point positif, l'effet stressant. Au plus vous souhaitez interdire quelque chose, au plus vous mettez en fait la lumière dessus. Et alors il y a eu des lectures publiques organisées dans des églises de Mouse. Alors autant pour un roman, je peux comprendre, pour un roman graphique, ça m'a l'air plus complexe. J'aimerais voir comment ils font ça, mais c'est très très bien. Il y a eu une librairie comics qui fait une levée de fonds sur Kickstarter ou je sais plus, qui a réuni $100 000 à l'heure où je vous parle pour offrir gratuitement à tous les étudiants américains qui le souhaitent un exemplaire de Mouse qui est devenu le livre numéro 1, la BD numéro 1 sur Amazon actuellement. Donc merci de prouver à quel point la censure ne fonctionne pas, et puis la BD peut être essentielle dans l'apprentissage pédagogique de nos gosses. Substack, c'est un petit peu le sugar daddy des créateurs de comics. Il y a eu un sacré mercato, le site de newsletter les avait courtisés avec parfois des sommes qui vont entre 5 et 6 chiffres. Ils avaient eu, pour ne citer que James Tynion de Force, Jonathan Hickman, et alors là, il y a une nouvelle vague. Et on est mal, puisqu'entre 6 et 10 balles l'abonnement, moi je peux déjà plus suivre, surtout qu'il faut garder des sous pour acheter les comics une fois qu'ils seront imprimés, puisque tous les comics Substack appartiennent à leurs auteurs et qui peuvent les faire imprimer où ils veulent. Mais il y a Grant Morrison qui revient, qui va dessiner et scénariser lui-même une histoire de fantôme, de science-fiction avec un élément autobiographique. Tom King et Elsa Chartier vont proposer une histoire d'amour, Love Everlasting, qui a l'air explosive à tel point qu'elle aurait pu s'appeler Love Everblasting. Un couple créatif que j'aime beaucoup qui se réunit, celui de Pride of Baghdad, Brian K. Vaughan et Nico Henrichon, qui vont proposer Spectators, une exploration du sexe et de la violence qui nous fascine apparemment. Mieux vaut compartimenter les deux, sinon c'est la biographie de Michel Fourniret, celle-là j'ai pas du tout envie de la lire. Jen Bartel monte son club, et puis il y a aussi peut-être le plus original, c'est l'aventure manga par le podcast qui s'appelle Mangasplaining, qui vont publier via Substack des mangas qui sont encore inédits en langue anglaise, avec notamment Taiyo Matsumoto. Substack nous avait prouvé que comme Reed Richards, ils avaient le bras long, maintenant ils prouvent carrément que c'est plus des docteurs octopus et qu'ils ont plusieurs bras et qu'ils sont partout, ça fera plaisir aux fans de hentai ou à Tante May. Lisez cette semaine, c'est la sortie de ma dernière traduction qui s'appelle We Live, c'est par les frères Miranda, c'est chez 404 Comics, Aftershock en VO, alors en toute transparence, donc du coup je suis intéressé, je touche des droits d'auteur au-delà d'un certain volume d'exemplaires vendus, donc je vous le dis. C'est l'histoire d'une dernière chance, celle de 5000 enfants à qui on donne des bracelets pour survivre à l'ultime extinction, à laquelle tout le monde ne survivra pas, et donc c'est le périple d'Ototo, le petit garçon, et de Tala, sa sœur, vers la balise d'extraction. On sait d'entrée de jeu que Tala, elle n'est pas invitée. C'est super divertissant, c'est beau, ça fait réfléchir, c'est une expérience complète, puisque quand vous scannez des QR codes, cela, il renvoie vers une bande originale créée pour l'occasion. Alors ça, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Ça vient nous rappeler à quel point on aime nos gosses, et ça vient nous secouer, puisqu'on se dit, on les aime, mais on n'arrive quand même pas à leur proposer mieux que ça. Donc je vous conseille ça, c'est chez 404 Comics en plus, donc la qualité de fabrication est toujours un petit peu plus soignée que chez les autres éditeurs. Ça, si vous avez lu, je veux bien vos avis dans les commentaires. Et puis j'ai lu la dernière petite dinguerie de Monsieur Run, Cocorico encore, le Lore Reader, qui est une anthologie d'horreur par Run, avec un fil conducteur, celui du corbeau, il l'explique très bien dans la préface.
ça je vous laisse le lire. On retrouve des noms que les fans de Doggy Bags connaissent très bien, Mud, Guy Alberti, Singelin, Run évidemment, Florent Maudou également. Alors moi j'ai une petite préférence pour la seconde histoire, celle de Monsieur Sato. Mais elles sont toutes super, et pareil, ils poussent le délire, ils ont fait une cassette qui correspond, vous lirez, à quelque chose, un item de la première des histoires. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des belles initiatives comme ça et je vous le recommande. Rendez-vous vendredi samedi pour ceux qui sont sur Marseille au bar Lancer de Hache. Vous savez, alcool et hache, ça aurait jamais dû être autorisé ce concept, mais ça l'a été, et tant mieux pour une soirée de vernissage sur le thème des Vikings. Donc il y aura plusieurs artistes, il y aura Yann Valani, il y aura Alexis Briclot, il y aura Richard Di Martino, Capitaine Ligne, il y aura Thomas Moreau, il y en a plein, il y en a d'autres que j'oublie. J'aurai le plaisir d'être là pour animer un petit peu, enfin on va se rencontrer aussi. Je vous laisse me dire ce que vous lisez dans les commentaires ou ce que vous geekez puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo qui est votre espace de liberté. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont dans la région marseillaise samedi et puis sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Les journalistes pop culture qui décortiquent la moindre interview d'Andrew Garfield pour savoir quand est-ce qu'il a commencé à mentir et à qui sur son implication dans Spider-Man No Way Home, je vous propose d'entrer de couvrir la campagne présidentielle en France, Spider Jerusalem style.